8h49 et vous êtes toujours en direct sur TV Finance et Boursorama. Nous sommes à présent en plateau avec Pierre Bismuth, directeur général et responsable des gestions chez Myria AM. Bonjour Pierre. Bonjour Nicolas. Alors on va parler avec vous de votre vision des marchés. En préambule, je rappelle les trois constats que vous faites. Les risques politiques sont parfaitement contrés par les banquiers centraux. Les anticipations de baisse des taux s'accélèrent aux États-Unis et la guerre commerciale est en pause. Alors on va parler de tout ça. Tout d'abord, on en parlait même en introduction, Boris Johnson, fraîchement Premier ministre britannique, se prononce en faveur d'un Brexit dur, ou en tout cas un Brexit avec ou sans accord, mais en tout cas le 31 octobre. Voilà, donc on va dire très bien, puisque ça fait quand même 3 ans qu'on attend que les Britanniques daignent sortir de l'Union Européenne. J'ai l'impression que les marchés financiers, en tout cas hormis sur la livre sterling dont on peut parler, mais les marchés financiers ont complètement évacué le risque. Il y a une grande lassitude sur le sujet. On ne voit pas vraiment où les Anglais veulent aller. Je pense que Boris Johnson va avoir fort à faire d'un point de vue politique, puisque sa visite au Pays de Galles s'est quand même relativement mal passé, en Écosse également. En Écosse, ça s'est très mal passé. En Irlande du Nord, on va avoir aussi des enjeux, puisque en fait, il veut évacuer la question du backstop. Bien sûr. Donc c'est plus un enjeu politique qu'un enjeu financier, on a l'impression, puisque les fusions-acquisitions continuent aussi bien en Angleterre qu'à l'étranger par des sociétés anglaises, comme on a vu hier le London Stock Exchange. Et en fait c'est business as usual, mais pour ce qui est de la question politique, c'est vrai que les marchés ont pour le moment décidé d'évacuer complètement cette question, hormis bien sûr la livre sterling qui a une performance horrible pour une devise, mais finalement plutôt salutaire pour l'économie britannique, vu que le FTSE par exemple est constitué d'énormément de sociétés exportatrices. Donc on voit bien que la livre sterling baisse, ça avantage les sociétés britanniques exportatrices. On a un gros problème politique au Royaume-Uni, mais on a l'impression quand même que pour une fois les Européens ont réussi à contenir le sujet au niveau britannique et plus vraiment au niveau européen. Et est-ce que c'est pas un peu surprenant de se dire on a eu Theresa May pendant un bout de temps qui négociait un accord avec l'Union Européenne, on nous a un peu vendu ça comme il faut un accord pour que tout se passe bien parce que sinon ça va être catastrophique, et puis là Boris Johnson arrive, il dit ce sera le 31 octobre et finalement j'ai envie de dire il n'y a que la livre sterling qui se casse la figure. Je pense que personne n'en sait rien. On peut se dire que l'économie britannique va être suffisamment résiliente pour accuser le coup modérément. On peut avoir des prévisions cataclysmiques comme la Banque d'Angleterre les a faites. C'est vrai que si on se souvient de ce qui s'est passé en juin 2016, une fois que le vote a eu lieu, on a accusé le coup et 2 semaines après, on était revenu sur une marche des affaires classique. Donc c'est vraiment un problème politique britannique, et en tout cas c'est ce que les marchés souhaitent jouer, c'est un problème politique britannique. Et ça nous concerne, mais on continue à vivre quoi qu'il se passe. Voilà, alors ça nous concerne, vous parliez en introduction du comportement des obligations d'État britanniques, mais en même temps on peut difficilement savoir si c'est pas un mouvement relatif à la décélération mondiale ou un thème spécifiquement britannique. Alors quand on parle de décélération mondiale, il y a effectivement ce ralentissement économique qu'on peut voir dans plusieurs pays, et notamment en Chine, où la Chine a été obligée du coup de mettre en place un nouveau plan de relance économique. Voilà, donc c'est des plans qui se succèdent. On voit bien que l'effet du protectionnisme américain joue à plein, puisque c'est vrai que la croissance chinoise ralentit. On a un nouveau plan, donc ça veut dire encore des mesures de soutien. Donc on a encore une fois une sorte de floor qui se constitue sur les actifs risqués en Chine. On voit que tout est en place pour que finalement l'atterrissage se passe très en douceur, et si récession mondiale il y a, en tout cas récession au niveau occidental, récession en Chine, ça voudrait dire qu'on est à 5% de croissance en fait, puisque le niveau 0 est à 6. Tout ça tout est fait pour que ça se passe quand même de manière très très cool, on va dire, sans qu'il y ait beaucoup d'à-coups sur l'économie. C'est parce que là les hypothèses de croissance sont entre 6 et 6,2%, donc on serait presque flat. Finalement. Voilà, exactement. Et donc ça joue à plein. Je pense que les négociateurs de M. Trump arrivent avec finalement
des billes, puisque on voit bien le tort qu'ils peuvent faire à l'économie chinoise. C'est une guerre du commerce stratégique. Alors, on peut voir ça comme une guerre du commerce ou une guerre sur l'hégémonie technologique, puisqu'on a vu qu'il y avait l'affaire Huawei. On voit qu'il y a beaucoup de sujets comme les transferts de technologies forcés. Donc, c'est plus un enjeu géopolitique et technologique qu'une guerre du commerce toute simple, à notre avis. Et les négociations reprennent, du coup on aura peut-être plus d'informations dans les semaines qui viennent. Je le disais en introduction, il y a également les anticipations de baisse des taux qui s'accélèrent, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Alors on peut peut-être commencer par l'Europe, puisque Mario Draghi s'est exprimé la semaine dernière, et alors là on n'est même plus sur une non-remontée des taux, on est sur un assouplissement complet de la politique. Alors c'était un peu bizarre cette conférence de presse, parce qu'il a annoncé qu'il allait faire quelque chose alors qu'on s'attendait à ce qu'il annonce quelque chose. La subtilité est là, mais c'est vrai comme toujours, c'est au mot près avec eux. Voilà, donc on n'a pas bien compris pourquoi il n'avait rien annoncé. Il y a plusieurs hypothèses. Alors là, c'est vraiment que de la politique fiction, mais on peut se dire que Mario Draghi quittant son siège en novembre, c'est compliqué pour lui d'annoncer un grand plan de soutien à l'économie via un programme d'achat d'actifs ou une baisse massive encore des taux d'intérêt qui sont déjà négatifs ou autour de zéro. Ça voudrait dire que son successeur, donc Madame Lagarde, est parfaitement au courant et soutient cette politique. C'est ça, parce qu'il quitte son poste en novembre et par contre il a annoncé que la BCE pourrait devenir interventionniste dès septembre. Donc, voilà, en fait, donc il commencerait à mettre quelque chose en place et après ce serait à Madame Lagarde de mettre en place, d'assumer. Voilà. Donc bon, ça c'était un peu bizarre. Il nous a parlé de dissension au sein du Conseil des gouverneurs, donc ça s'est jamais très, très bien passé, puisque les marchés étaient à +1 sur l'annonce et on a terminé aux alentours de -0,6, -0,7. Donc ça s'est pas bien passé. Bon, en tout cas, on est dans une humeur d'assouplissement quantitatif. On a possiblement un nouveau quantitative easing d'annoncer d'ici la fin de l'année. Donc c'est vrai qu'on est vraiment dans une politique extrêmement accommodante, tout en disant que les réformes structurelles au niveau politique doivent être faites et accélérées. Je pense que la Banque centrale, là encore, veut contrer tout risque de décélération trop forte de l'économie et donc utilise toutes ses marges de manœuvre, même les plus non conventionnelles, on va dire, pour le faire. Mais alors, du coup, on a du mal à comprendre si c'est une bonne nouvelle ou pas. C'est-à-dire qu'on a une BCE qui met en place une politique accommodante, donc on pourrait se dire super nouvelle pour les marchés, et finalement... Je crois que le problème des banquiers centraux, c'est que depuis la grande crise financière de 2008, ils n'arrivent pas à avoir d'inflation des prix. En revanche, ils ont largement créé une inflation des actifs. C'est pour ça qu'on a eu des crises sociales et on a des crises sociales qui continuent. Donc on a eu les gilets jaunes récemment en France. C'est que ceux qui possèdent voient leurs actifs progresser puisque les taux baissent. Donc forcément, les valeurs des actifs augmentent et augmentent très fortement. Ceux qui n'ont pas grand-chose, finalement, doivent se contenter d'une stabilité des prix, mais assortie d'une stabilité des salaires. Donc globalement, si on a une petite inflation, on a plutôt un pouvoir d'achat en baisse. Donc c'est un peu l'énigme que les banquiers centraux doivent résoudre. Et quand on regarde les points morts d'inflation, c'est vrai que la cible de la BCE est à autour de 2%, légèrement inférieure, mais autour de 2%. Quand on regarde les points morts d'inflation français, à 9 ans, on est sous les 1%. Ouais, si on regarde, si on regarde les break-even allemands, on est à 2 ans des points morts d'inflation négatifs. Ça veut dire que les anticipations d'inflation sont négatives. Donc on est pas loin de la récession quand même, quand on a cette ambiance sur les marchés. À 30 ans, on est à 1,26. Ça veut dire qu'on est très 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 loin de la cible d'inflation des banquiers centraux. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas dans le mandat de la BCE, qu'elle est déjà en taux négatif, qu'elle a fait un programme d'assouplissement quantitatif et tout ce que donne ce programme, c'est finalement l'inflation sur les actifs, pas sur les prix. Donc, c'est un vrai enjeu. Comment faire revenir de l'inflation dans un monde désinflationniste, c'est très compliqué. Alors, les points morts d'inflation aux États-Unis, eux, sont un petit peu plus hauts puisqu'on est en dessous des 2%. En revanche, ils sont bien en deçà des attentes de la Réserve fédérale. Exactement. Donc le même scénario
scénario finalement. Exactement, c'est le même scénario, même si l'économie américaine est quand même plus en meilleure forme que la nôtre. Mais là encore, Jérôme Powell, son problème n'est plus du tout la montée des taux ou calmer la croissance économique. C'est bien justement faire en sorte que cette croissance soit soutenable et durable à long terme. Et on voit bien qu'il n'y a aucune surchauffe de l'économie américaine. Pour qu'on voit une surchauffe de l'économie américaine, on devrait avoir des anticipations d'inflation largement supérieures à 3. Donc on n'y est pas. Donc c'est pour ça qu'on va voir ce que fait Jérôme Powell demain. Est-ce qu'il va baisser les taux comme les marchés le demandent, puisque les marchés anticipent 3 baisses de taux d'intérêt. Il serait salutaire, à notre avis, que Jérôme Powell entende le message, rien que pour que l'humeur sur les marchés, qu'on passe un mois d'août un peu tranquille. C'est ça, c'est vrai que partir en vacances. Voilà, c'est vrai que s'il ne fait rien, ça pourrait être un petit peu chahuté. En même temps, la BCE n'a rien fait et finalement ça a été vraiment très très légèrement chahuté, mais l'épaisseur du trait, alors que l'environnement économique est quand même plus sombre en zone euro qu'aux États-Unis. Mais encore une fois, on sent la volonté des banquiers centraux d'agir, donc ça constitue des fleurs sur les actifs risqués. Et alors pour conclure, Pierre Bismuth, comment est-ce que Myriad AM adapte sa stratégie dans ce nouveau contexte? Alors contrairement à ce que je vous avais dit il y a un mois et demi, on a changé complètement de stratégie puisqu'on a été un peu surpris par cette volonté affirmée de la Réserve fédérale américaine de baisser ses taux d'intérêt, vraiment de les baisser. Donc on pensait réduire le risque par les obligations et finalement on a changé notre fusil d'épaule, on a remonté le risque sur les obligations puisque on sent bien que l'obsession américaine, c'est finalement que le dollar ne soit pas très haut, que les taux baissent, que l'économie soit soutenable. Donc on est re-rentré à nouveau sur les obligations émergentes, donc à fort rendement. On a mis du risque sur les obligations, on a réduit très légèrement les actions principalement européennes, puisqu'il nous semble que les actions américaines sont quand même beaucoup plus lisibles, avec une volatilité finalement très faible. Voilà, et on peut retrouver le détail de ce qu'on s'est dit du coup dans votre vision des marchés qu'on peut retrouver du coup sur le site de Myriad AM. Absolument. Merci beaucoup Pierre Bismuth, je rappelle que vous êtes directeur général et responsable des gestions chez Myriad AM.